Merci de ces questions. Je vais répondre positivement. Peut-être, il a été présenté au départ ce baromètre, cette enquête d'opinion sur ce que pensent les personnes, les représentations sociales concernant le handicap psychique et l'insertion professionnelle. Et il apparaît que ces représentations sont en partie assez justes, par exemple sur les types de maladies que les gens identifient comme relevant du handicap psychique, c'est assez juste, ça correspond assez bien à ce qui est mesuré épidémiologiquement. En revanche, sur les capacités de travail des personnes, peut-être que là, il y a des idées qui ne sont pas complètement justes. Et donc, ce que je voudrais représenter ici, c'est les données issues de la recherche, qui mesurent objectivement qu'est-ce qu'il en est exactement des possibilités de travail. Et moi, j'ai considéré ça, puisque c'est mon travail de chercheur et d'universitaire, et j'ai été assez frappé de voir certains résultats à la fois contre-intuitifs et inattendus. Contre-intuitif, enfin, d'abord inattendu. Inattendu, c'est ce résultat. De nombreuses études montrent que la majorité, plus de 50% des personnes ayant des troubles psychiques graves, ayant un handicap psychique, peuvent travailler en milieu ordinaire à condition d'être accompagnés de façon appropriée, et je vais revenir sur ce type d'accompagnement. Et ça, c'est inattendu parce que les représentations courantes, y compris chez les soignants, sont moins optimistes. Ils pensent que c'est difficile, que certainement pas la majorité, peut-être quelques-uns. Si l'accompagnement est optimal, la majorité, plus de 50 à 60% peuvent. Donc ça, c'est un résultat de recherche intéressant qui contredit nos préjugés, y compris ceux des soignants, y compris ceux des personnes qui elles-mêmes ont un handicap psychique, qui souvent partagent ces préjugés, qui sont répandus partout. Un autre résultat contre-intuitif, qui m'a moi-même surpris, et cette idée n'est pas encore vraiment reconnue, on a tendance à penser que ce qui empêche les gens de travailler, c'est leur maladie, c'est les symptômes. Et cette idée n'est pas complètement exacte. Quand on regarde précisément les symptômes, beaucoup de symptômes, par exemple le fait de continuer d'entendre des voix, s'avèrent non corrélés aux capacités de travail. Ce n'est pas vraiment un obstacle. Bien sûr, il faut essayer d'optimiser l'évolution de la maladie, de réduire les troubles, mais l'idée que ça fait obstacle, c'est un préjugé. Là aussi, on ferme des portes alors qu'il n'y a pas lieu. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses auxquelles on ne pense pas, qui font obstacle, justement ces préjugés, qui sont sans doute un des freins majeurs. Et sans doute, puisque vous travaillez sur la stigmatisation, je pense qu'en France, on a à mieux prendre conscience justement des préjugés et à réviser un certain nombre d'opinions qui freinent, qui ferment des portes, qui freinent l'accès à l'emploi. Alors maintenant, je disais qu'il est possible, je rapportais ce résultat de vraiment de très nombreuses études, très reconnues, qui étudient le taux d'accès à l'emploi de ce public ayant un handicap psychique. Quelle est cette méthode qui permet d'obtenir ce bon résultat? Donc, vous en avez sans doute entendu, on en parle de plus en plus, vous en avez peut-être entendu parler. Le terme anglais, c'est Supported Employment. La traduction qui aujourd'hui prévaut en France, c'est l'emploi accompagné. Alors c'est à la fois, ce qui est un tout petit peu compliqué à comprendre, c'est à la fois pas complètement nouveau et par certains aspects assez différent des pratiques traditionnelles. C'est un accompagnement individualisé, c'est-à-dire qui repose sur un accompagnant qui est responsable d'un petit nombre de personnes dont il s'occupe, c'est un accompagnement de proximité, dont il s'occupe de près pour obtenir un emploi qu'il cherche assez rapidement. Et ensuite, l'autre caractéristique de cette approche, c'est une approche qui est développée, comment dire, pas seulement en amont, pas seulement pour accéder à l'emploi, mais
aussi et même surtout en aval, une fois que l'emploi est obtenu, le but de cet accompagnement, c'est de permettre le maintien, en emploi, et même dans le principe de cette méthode, cet accompagnement, en principe, il est, comment dire, sans limitation dans la durée, dans l'esprit. C'est un des principes de cette approche, c'est-à-dire que la personne qui est accompagnée peut compter sur ce soutien, et l'employeur aussi. C'est aussi précieux pour l'employeur, le rôle de ce soutien. Après, on verra que la mise en pratique de cet accompagnement et garantir cette pérennité n'est pas forcément simple, mais dans l'esprit, c'est un point important. Un troisième facteur qui explique sans doute le succès de cette méthode, les méthodes traditionnelles font intervenir une succession d'experts, des cliniciens qui évaluent l'état clinique. Il y a une évaluation des capacités cognitives qui en effet sont un des facteurs qui conditionnent en partie, mais en fait assez modérément, mais ça compte quand même. Après, il y a d'autres intervenants qui interviennent contribuent à élaborer le projet, et ensuite éventuellement à la formation, à la recherche de stages, à l'évaluation des stages, à un certain nombre de soutiens pour restaurer l'estime de soi, enfin, bon, etc. Il y a un certain nombre d'experts ce qui pose, bien sûr c'est intéressant de profiter de leur expérience dans des domaines pointus, mais la difficulté que ça soulève, c'est la coordination de toutes ces personnes, et donc ça entraîne des accompagnements souvent un peu discontinus, enfin, en tout cas c'est la difficulté. Et la deuxième grosse difficulté de ce modèle traditionnel, c'est qu'au fond, la personne elle est accompagnée par un collectif et elle ne sait pas très bien qui est le référent, sur qui elle peut véritablement compter. Alors que dans le modèle de l'emploi accompagné, l'accent est mis sur ce rôle du référent, qui est moins expert dans les différents domaines que j'ai énumérés, mais au moins on sait que c'est sur lui, la personne elle sait que c'est sur lui qu'elle peut compter. Il faut qu'il soit disponible, qu'il soit... Alors, j'ai trouvé intéressant ce que Madame Monchamp vous venez de dire sur l'organisation des entreprises, parce que quand vous dites qu'il faut une organisation qui soit... Enfin, pour que l'inclusion soit possible, il faut une organisation qui ne soit pas rigide, qui ne soit pas normative, qui ne soit pas gérée de façon autoritaire et dans un rapport de force, je me disais, mais ça définit exactement la façon de travailler de ces accompagnants. C'est la souplesse, comme immense qualité. Il ne faut pas que ça soit normatif, le but c'est d'aider la personne dans son projet, et pas de lui imposer un projet, même si on pense qu'il est probablement pertinent et voire le meilleur. Voilà, c'est l'innovation, jouer la carte de la diversité, de l'imagination, du sur-mesure, du cas par cas, de la singularité. J'étais assez frappé du fait que ces qualités de l'accompagnement sont à la fois celles du management, mais aussi celles de l'accompagnement social pour que ça fonctionne. Et c'est ça les propriétés du conseiller en emploi pour qu'il réussisse dans ces pratiques d'accompagnement. Peut-être, je vais être trop long sur ces pratiques, puis on peut en discuter, peut-être deux points encore importants pour caractériser cette nouvelle pratique. C'est le fait qu'elle est très souple, il faut qu'il y ait une grande possibilité d'imagination, d'initiative. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il faut que le conseiller en emploi ait carte blanche. C'est ça. Et ça, c'est pour les employeurs, pour les services sociaux, c'est pas vraiment dans les habitudes, qui sont souvent justement assez normées, de faire cette confiance. Et pourtant, c'est le... Mais en contrepartie, ça c'est une contrepartie très importante, le résultat de cette pratique est mesuré. Cette pratique s'est imposée comme intéressante et même comme recommandée dans de nombreux pays, et puis maintenant aussi en France, depuis que cette pratique est recommandée dans le cadre de la loi de 2016 sur le travail. Cette pratique est recommandée parce qu'elle a fait preuve de son efficacité, globalement 2 fois supérieure aux méthodes traditionnelles. Mais elle a fait preuve de son efficacité parce qu'on a mesuré, avec des méthodes très précises,
les résultats en termes de taux d'accès, taux de maintien en emploi. Enfin, il y a un certain nombre d'indicateurs précis. Alors que les pratiques traditionnelles sont très normées, mais l'évaluation des résultats est souvent assez floue. Donc voilà un certain nombre de paramètres qui changent, et alors on pourrait dire, ça peut paraître des détails, mais dans la pratique quotidienne, ça change assez fondamentalement les méthodes d'accompagnement social. Donc je souhaitais en parler, puisqu'il y a une certaine actualité politique, puisque la France maintenant cherche à promouvoir cette pratique qui se développe à beaucoup d'endroits, et je pense que ça va contribuer à changer un petit peu les méthodes d'accompagnement social, et j'espère à permettre une inclusion professionnelle. Ok, on sort un petit peu de la recherche sur les maladies, de la recherche sur les traitements, pour rentrer beaucoup plus sur une recherche finalement qui porte sur les altérations de la fonction sociale et professionnelle. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler un peu aussi les altérations de la fonction qui sont liées à la maladie mentale et qui viennent faire obstacle au retour au travail? Alors, en effet, on ne s'intéresse pas seulement enfin, traditionnellement la médecine, elle s'intéresse aux effets de la maladie, donc à ses manifestations et éventuellement à son retentissement sur les fonctions cognitives, qui sont importantes et sur lesquelles il y a des techniques aujourd'hui dites de remédiation qui permettent des améliorations souvent modestes, mais quand même ça permet de passer des seuils qui vont permettre une meilleure adaptation sociale. Après, il y a d'autres paramètres très importants, mais finalement difficiles à mesurer, comme la motivation, le sentiment d'efficacité dans un certain nombre de tâches de la vie quotidienne. On sait aujourd'hui que c'est des paramètres, ces paramètres dits psychosociaux, qui sont la confiance en soi, l'estime de soi, dont on sait qu'ils sont très importants, mais les mesures sont délicates. Et surtout, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, la recherche, elle s'est un peu déportée, si je puis dire. Elle porte moins sur les propriétés des personnes accompagnées, et elle porte plus sur l'environnement, sur les pratiques d'accompagnement, sur les compétences des accompagnants, de ces fameux conseillers en emploi. D'ailleurs, comment dire, je suis fier d'avoir un projet de recherche dans ce domaine qui est financé par la Fondation Pallerel et en collaboration avec des collègues à l'étranger qui sont assez avancés dans ce domaine. Il y a des échelles d'évaluation de ces compétences. C'est un domaine qui va permettre de mieux définir ce nouveau métier. Et puis, un nouveau domaine aussi qui est assez récent et qui est en train de se développer, c'est des recherches au sein même de l'entreprise sur les aménagements de travail, les accommodements pertinents pour en tout cas le type de handicap qui nous intéresse. Après, d'autres accommodements pour d'autres types de handicap, mais sur le handicap psychique, c'est des accommodements, des aménagements un peu spécifiques en termes d'horaire, d'adaptation de travail, de souplesse, là encore, on voit ce que vous disiez sur le mode de management, il faut quelque chose de souple. Comme c'est un handicap instable, il faut que l'organisation, effectivement, en partie s'adapte, fasse 50% de l'effort, pas seulement la personne, mais faut-il encore définir quelles sont ces adaptations, voir si elles sont possibles, mais en tout cas elles sont souvent nécessaires pour ce public, il vaut mieux les connaître pour les promouvoir. Donc voilà, la recherche aujourd'hui s'est déportée sur l'environnement qui va rendre possible